Bonjour, aujourd'hui nous avons le privilège d'accueillir Assia en rémission d'un cancer du sein. Comment a-t-elle trouvé la force de surmonter les moments les plus sombres? Quels soutiens l'ont aidée à traverser les épreuves liées à la maladie? Notre invitée partagera avec nous ses expériences, ses peurs qu'elle a affrontées et les rencontres marquantes qui ont jalonné son chemin. Nous découvrirons également les transformations qu'a connu sa vie depuis cette période de traitement et pourquoi elle a choisi de fonder une association. Bonjour Assia et Bonjour, bienvenue. merci, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'offrir la possibilité d'échanger sur cette thématique qui est, à mes yeux, très importante. Racontez-nous, si vous êtes d'accord, votre diagnostic, votre parcours. Bien sûr. Alors, en 2020, exactement, en fait, pendant les vacances d'été, j'ai palpé mon sein et j'ai senti que c'était une masse. Et puis, quelque part, j'ai bien compris que c'était une masse pas habituelle. Et j'avais tous les ans, en fait, un contrôle chez ma gynéco. Et en arrivant, en effet, elle m'a expliqué qu'il y avait quelque chose de bizarre, mais elle va m'envoyer faire une mammographie. C'est elle qui a pris le rendez-vous. Et lors de cette mammographie, j'ai vu l'expression de la technicienne qui a changé. Elle était chercher une autre technicienne. Et puis là, ils m'ont pris à part en m'offrant un café. Et j'ai bien compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est clair, en sortant de le centre de l'imagerie, je me suis effondrée parce qu'avec ça, j'ai bien compris que c'est un cancer. Un cancer rime avec la mort. Il y a beaucoup de peurs qui ont surgi. Alors, je suis rentrée chez moi, c'était un vendredi. J'ai annulé toutes mes séances et je suis restée sur le canapé. Il y avait beaucoup de films qui ont défilé et surtout celui concernant ma fille. Elle était préadolescente. Donc, c'est la première des choses qui m'a angoissée. Et dans l'après-midi, vu que je suis une adepte de la course, j'ai chaussé mes baskets et je suis partie courir. Je dis, peu importe le résultat, je vais le confronter. Voilà comment ça a commencé, cette histoire. Et en effet, c'était le lundi matin, ma gynécologue, elle m'a appelée en me disant, il faut que je retourne la voir. Et j'ai bien compris que ça se confirme. Et à partir de là, il y a en fait ce parcours, il était lancé avec les analyses, refaire des mammographies. J'ai envie de dire que c'est la phase la plus compliquée pour ma part qui était à gérer parce qu'il y avait beaucoup d'inconnus. Puis il s'avère que j'ai dû refaire pas mal des examens parce que j'avais en fait un cancer relativement agressif. On a fait la première mammographie, on a fait en fait des prélèvements, un PET scan, et puis l'arrivée des résultats, ils me paraissent très 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 longs, malgré ces quelques jours. Mais j'ai eu un accompagnement qui était extraordinaire au début de la part de ma gynécologue. Je me rappelle, des fois, elle m'appelait après ses consultations pour me demander comment j'allais. Elle comprenait en fait que le temps il était très long. Après, elle m'a mis en contact avec l'oncologue et ça s'est passé très très vite. Et pendant ces quelques jours d'attente qui vous ont paru très longs, vous étiez seule, vous avez parlé déjà à votre entourage de l'inquiétude? Alors oui, la seule personne à qui j'ai pas parlé, c'était à ma fille, parce que je voulais que le diagnostic soit posé pour ne pas la déstabiliser. J'avais parlé rapidement à mon compagnon, à ma famille et à mon employeur. C'était important, c'est ce qui me paraissait très important. Et j'ai continué en fait à travailler parce que je voulais occuper mon temps au lieu d'attendre sur les résultats. Ça, c'était. Par contre, suite à ça, il fallait commencer à rassurer autour de moi parce que la peur n'était plus uniquement chez moi, elle était autour de moi. Que ce soit au niveau de mes amis, au niveau de mon compagnon, au niveau de ma famille, mes collègues, parce qu'il n'y a rien qui laissait entendre qu'un jour j'allais avoir un cancer. J'avais une vie équilibrée, un job, une famille, je faisais du sport, je mangeais équilibré.
Et voilà, et j'avais pas en fait 50 ans. Mhm. Donc, il n'y avait aucun indicateur qui laissait dire que j'allais Mhm. être touchée. Mhm. Et ça arrive. Fallait rassurer l'entourage, vous dites, Ouais. comment vous l'avez fait? À un moment donné, en fait, quand le diagnostic il était posé, rapidement, je me suis dit que le cancer il se prend à la mauvaise personne. J'aurais raison de lui. Et puis parce que je sais pertinemment que la dimension psychologique elle a toute son importance. J'ai confiance dans la médecine. J'étais entre de bonnes mains, mais si mon moral ne va pas bien, mon entourage il ira pas non plus bien. Donc, j'ai rassuré mon entourage en leur disant, peu importe le résultat, c'est que j'ai besoin de vivre avec vous l'instant présent. On verra. Aujourd'hui, le cancer du sein, il se soigne assez bien, mais ça dépend de nouveau du type de cancer. Et ça dépend de notre expérience de la vie. Ça, c'était important. Et puisque la personne qui m'a donné le plus de courage, vraiment, c'était ma fille. J'avais tout organisé pour la protéger. J'avais tout soigné. Et le jour, d'ailleurs, je suis toujours émue que quand je parle de cette phase-là, c'était un mercredi après-midi. Il y avait mon compagnon qui était présent et on a pris le temps pour lui annoncer. Je me rappelle quand je lui ai annoncé, elle est venue dans mes bras, elle est tombée dans un sommeil très, très, très profond. Au bout de quelques secondes, elle s'est réveillée, elle avait 14 ans. Elle me regardait, elle me dit, tu sais, si tu décides de ne pas te soigner, je t'en voudrais. Et si tu as fait tout ce qui est à ta portée et tu pars, sache que j'ai donné le meilleur, tu m'as donné le meilleur, tu peux partir tranquille. Face à ça, on ne peut pas lâcher. Hein. Que mon enfant, elle me rassure, en fait, quelque part. Alors j'ai dit non, ça, j'ai pas le droit. Donc ça, c'était chaque fois que j'avais une baisse de morale ou autre, je pensais à ça. J'ai pas le droit. Je vais donner. En fait, j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, mais de nouveau, face à la maladie, oui, il y a en fait une force mentale, une force physique que. Mais moi, j'étais impressionnée. Je sais pas d'où elle a émergé, mais elle était là. Ouais, ouais. Donc voilà comment c'est. Ouais. Et votre fille, donc vous lui avez fait cette promesse de vous battre, et elle, qu'est-ce qui l'a aidé à garder le moral, à garder la confiance? Alors en fait, c'est qu'il n'y avait pas de tabou. On parlait ouvertement de la maladie. Je la faisais partager. C'était compliqué parce que c'était la phase du Covid. Mais par contre, quand ils ne voulaient pas entendre, quand ils ne voulaient pas en fait participer à une étape ou autre, je le respectais. Par contre, dans son regard, je suis restée sa mère. Elle m'a jamais protégée. Elle me confrontait quand c'était nécessaire. Elle voulait garder en fait sa maman, mais pas une malade. Le regard n'a pas changé. Elle n'avait pas pitié de moi. Hein. Quand j'étais fatiguée, bien évidemment, elle était disponible. Et puis, elle a pris en fait, elle a gagné en autonomie. C'était aussi quelque chose de la voir aussi évoluer, sachant que c'est une phase de la vie où elle est en construction identitaire. Ça s'est super bien passé. On a continué en fait à mener une vie normale. Elle m'a accompagnée d'une manière comme un adulte. Et c'était pour moi, c'était très très important d'avoir le soutien aussi de mon compagnon. Et puis c'est un privilège peut-être. Je me suis toujours en fait dit que j'ai une identité puis une double culture. Je vis en fait en Suisse depuis 27 ans. J'ai plus vécu en Suisse que dans mon pays natal qui est le Maroc. Et l'avantage, c'est que ces double cultures, je viens d'une culture maintenant qui est pudique et une autre qui est expressive. Et ça m'a aussi beaucoup aidé de parler ouvertement de la maladie, d'y aller chercher l'aide quand c'était nécessaire. Et aussi, je voulais rester une femme avant tout. Je voulais pas être considérée uniquement comme une malade, mais avant tout, je voulais garder mon identité, l'identité d'une femme, d'une employée, d'une mère, d'une épouse. Ça, c'était important pour ma part de le garder. Dans votre entourage, est-ce qu'il y a eu des manières de faire qui vous ont plus convenu ou
ou à l'inverse, peut-être dans une culture peut-être plus Non. pudique, celle de votre origine, des maladresses ou une pudeur trop forte chez certaines personnes ou moments? Bah, en fait, j'ai créé suite à ça, j'ai vu qu'il y avait en fait un besoin qu'on puisse parler ouvertement du cancer, sachant que cette maladie elle touche de plus en plus des jeunes gens. Il n'y a pas d'âge. Alors, si je prends l'exemple des amis, certains amis n'osaient pas me parler de la maladie par peur de me blesser ou autre. Alors, c'est moi qui venais sur le terrain de leur expliquer les différentes étapes. Il y avait une transformation physique, même si on ne veut pas en parler. J'étais déjà stigmatisée par la maladie. Il y avait une transformation. J'ai pris du poids, j'ai perdu mes cheveux. Et puis, avec certaines personnes, oui, c'était compliqué. Parce que je suis devenue la personne malade et moi, je le refusais. Ça, pour moi, c'était une évidence de dire, oui, j'ai appelé en fait cette période une parenthèse de la vie. Et on apprend beaucoup, beaucoup de choses de cette parenthèse. Et au niveau du travail, de votre environnement professionnel, donc vous avez au départ continué à travailler, oui. En tout cas. Lors de le diagnostic, oui. Mais rapidement, en fait, j'étais arrêtée parce que les traitements sont très, très lourds. En fait, j'ai eu deux cycles de chimio, et une mastectomie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, toute la panoplie. Mais par contre, en fait, j'étais trop reconnaissante aussi à mon employeur parce qu'il m'a garanti ma place de travail, peu importe la durée de mon absence. Ça, c'était un stress en moi que pas tous les malades ont accès. Et puis j'ai gardé le contact avec le directeur, avec notre responsable RH. Et c'est à ma demande que j'ai participé en fait au séminaire aussi pour garder le contact avec mes collègues d'une manière générale et de garder un lien avec le monde du travail. Donc c'était à une demande. Et puis j'ai participé aussi à des séminaires pour être présente. Et puis qu'on n'a pas besoin de se cacher, si on a cette maladie, c'est une maladie comme une autre. C'est important comme message. Ah oui, pour moi. Et puis j'encourage les employeurs, les entreprises de faire confiance à leurs collaborateurs. Parce que quand on retourne sur notre place de travail, on est encore plus loyal à l'entreprise parce qu'elle ne nous a pas abandonnés. Et d'ailleurs, c'est qu'en fait, lors du premier entretien que j'ai eu avec l'infirmière, lors des diagnostics, une question qui m'a posée, comment ça se passe avec mon employeur? Parce qu'il y a des gens qui se font licencier. Et je vous assure qu'on n'a pas en fait la tête à s'occuper de cette partie-là. On a d'autres préoccupations. Au début de mes traitements, je ne pouvais même pas regarder la télé tellement que j'étais fatiguée, même mon cerveau était fatigué, mon corps était fatigué. Et quand en fait des employeurs, ils respectent les délais de congé puis licencier les collaborateurs, ils ne leur rendent pas service. Sachant qu'en fait, on vit déjà une précarité. Quand on a une baisse de salaire, on la sent. Et puis, ce n'est pas des maladies qui sont à court terme. Des fois, ça dure. Moi, dans mon cas, j'étais arrêtée pendant 2 ans. Parce qu'il y a pendant les traitements et l'après-traitement qui est pas visible, hein, mais on continue à souffrir quand même. Le temps que le corps se remet. Ça prend du temps. Mais on se reconstruit. Pour ma part, plus que je m'éloignais des traitements, plus que je m'éloignais en fait de la maladie. Je dis ça y est. Et doublement quand il y a en fait l'ablation, c'était douloureux parce qu'il y a une partie de féminité qui va être coupée. Et en même temps, je me suis dit waouh, la maladie elle est en dehors de mon corps. Parce que certes il y a eu la chimio, certes il y avait la radiothérapie, mais là la maladie elle est loin. Et puis ce que j'ai fait, c'est que je suis quelqu'un qui aime fédérer, qui est très jovial. À chaque étape, je marquais le coup en faisant une fête avec mes amis, avec mon entourage. C'était important, sachant que je savais que c'était un parcours. Et ce qui m'a beaucoup aidée, juste avant que je tombais malade, je préparais mon premier marathon. Et ça, je me suis dit, je me suis lancée dans un marathon. Et chaque fois quand j'étais face au mur, pardon, ce qu'ils connaissent tous les coureurs, je dis le meilleur, la suite elle sera meilleure. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup aidée.
Mhm. Et puis pendant la maladie, j'ai eu de la chance d'être entourée par mes sœurs, par 2 amies qui se sont relayées H24. Mhm. Je me préoccupais de rien. Mhm. Je pense que cette maladie m'a rendue une privilégiée, j'étais une princesse. Donc c'était important pour moi de dire, Mhm. oui, en fait, c'est les gens qui sont touchés par cette maladie, c'est lourd, les traitements sont lourds, mais que ça soit sur la partie familiale ou professionnelle ou les amis, c'est très important que la personne soit entourée. Après, il y a certaines personnes qui préfèrent la solitude, ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'avais envie de garder Mhm. un rythme de vie, Mhm. tout en disant en fait à certaines personnes, là, je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Mhm. Et puis, je pense que ça, personnellement, elle m'a appris à me positionner, ce qui est juste, ce qui est injuste pour moi. Mhm. Vous parliez de votre féminité. Mhm. Comment vous avez accepté ces différentes étapes, ces changements, cette perte de cheveux C'est, en fait, au début, j'avais pas le temps de réfléchir, hein, par quoi il fallait commencer. Et ça, pour ma part, c'était important qu'on en parlait. Parce que de perdre ses cheveux, oui, on va avoir une perruque. J'avais envie d'une perruque qui me correspondait à ce que je suis. C'est pas juste cacher que j'ai pas de cheveux. C'est pas ça qui m'intéressait. Ce qui m'intéressait, c'est que je reste la femme que je suis. Mhm. Donc ça, en fait, je me suis occupée d'abord de cela. Ensuite, ça c'était. Et puis à chaque fois, j'allais à mes traitements. Je me rappelais, c'était tous les mardis. Ben, c'est comme j'allais au travail, en fait. Je préparais ma tenue la veille. C'était quasiment mes seules sorties, quasiment. Mhm. Ah, je préparais ma tenue, j'accordais mes couleurs, je me maquillais. Le soir, quand je rentrais des traitements, j'étais fatiguée et servait au fond à rien. Mais c'était pour moi de continuer à me regarder dans le miroir, de ne pas fuir mon image. J'étais confrontée, en fait, je voulais me confronter à ça. Il y a une prise de poids. Alors, il fallait les porter aussi. C'était compliqué. Alors, j'ai adapté mes tenues. Quand j'ai eu l'ablation, bah, j'étais chercher en fait des solutions pour porter les habits qui me convenaient. Je voulais juste pas être emballée pour des habits, mais de porter de nouveau des habits qui correspondent à ma personnalité. Alors, j'ai contacté une couturière. Elle a trouvé aussi amusant le challenge pour les maillots de bain, pour que ça soit adapté, sachant qu'il y a un coût pour acheter tous ces moyens auxiliaires. Ben, j'avais différentes prothèses, certaines que j'ai payées moi-même. Mais pour y aller en fait nager, il y a des prothèses exprès. Il y a même pour les personnes qui veulent porter des dos, il y a en fait des prothèses qui adhèrent à la peau. Mais tout cela, ça m'a pris du temps. Et je suis toute contente de pouvoir le partager avec d'autres personnes parce qu'on ne le sait pas. Et puis il n'y a personne qui ne le nie. C'est ma curiosité qui m'a amenée en fait à découvrir. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire pour les moyens auxiliaires pour cette période-là, ça n'a plus de secret pour moi. Mais j'avais en fait, si vous voulez, pendant cette parenthèse, il n'y avait que moi et moi, c'est de s'occuper de moi. Et c'était la première fois de ma vie qu'il y a en fait un stop pour s'occuper de moi. Je me suis occupée de personne d'autre à part de ma fille et de moi. Alors ça avait ses avantages en fait, cette parenthèse de la vie. Oui, les traitements sont lourds. Oui, c'est pas drôle du tout. Oui, je me suis trouvée des fois en fait à me rouler par terre parce que on n'a plus de système immunitaire. On reçoit ces injections qui font très très mal. Oui, les cicatrices font mal. Mais il y a la côté. Ouais. Et après, bah, c'est clair, j'ai recours à la médecine intégrative pour soulager les douleurs. J'ai recours au sport, que c'est important. Même quand j'arrivais plus à faire du sport, je faisais des yogas, je faisais que des exercices de respiration, recours à la méditation, l'alimentation aussi, parce que je pouvais plus manger ce que j'avais envie. Il fallait adapter. Il y a eu pas mal des adaptations. Je pense que même aujourd'hui, ça m'apporte encore. Vous avez souffert de séquelles, vous avez parlé du temps de la reconstruction, mais aujourd'hui, comment vous vous sentez? Eh ben, j'ai beaucoup souffert des douleurs articulaires parce que la chimio, elle attaque tous les systèmes. Je faisais des crises d'angoisse que je connaissais absolument pas et je compatis avec ces personnes parce qu'il y a même l'ambulance des fois qui venait me chercher, mais je savais pas que c'était des crises d'angoisse. C'était très très violent.
Les douleurs articulaires, quand j'ai repris le travail, je ne pouvais même pas taper sur le clavier, tellement que j'avais au niveau des articulations, je ne pouvais pas monter, descendre les escaliers. Mais c'est clair, ça c'était aussi, en fait, ça c'était l'invisible. Parce que la médecine s'est occupée des cancers, ça y est, c'est derrière, c'est fini. Je suis en rémission, mais il y a l'après. Donc ça, c'était très, très violent aussi. Ça, c'était, psychologiquement, c'était dur. Et je n'étais pas préparée à ça, que ça allait durer. Pour ma part, après les traitements, j'allais reprendre le travail. Mais non, je ne pouvais pas me lever du lit. C'était compliqué. Je faisais des insomnies. Avec des traitements, je n'arrivais pas à dormir. Et là, c'était en fait une toute autre histoire. Parce que le cancer, il est loin, mais il y a les effets néfastes de la chimio. Et on voit en fait que la période la perte de gain, elle arrive gentiment au bout. Et puis j'allais me trouver sans salaire. Heureusement j'avais un employeur qui était compréhensible. J'ai pu reprendre avec des emménagements. Mais là, c'est de me trouver sans salaire, c'est un autre stress qui va commencer. Aujourd'hui, 2 ans après tous ces traitements, parce qu'il y a eu lieu en 2020 mon cancer, mais en 2024, je souffre en fait de la fatigue, des problèmes de concentration. Quand il y a des changements de température, les douleurs articulaires se réveillent. Il y a encore quelques séquelles. Mais heureusement que maintenant je suis en phase de reconstruction mammaire. Donc je me dis, il y a des belles choses qui arrivent aussi. Ouais. Et votre entourage, il a compris ces séquelles, ces effets adverses à plus long terme, tant professionnel que familial, vos amis? Et puis ils savent très bien si je viens me plaindre, c'est que c'est vraiment très, 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 très profond. Ouais. Et ça, c'est compliqué parce qu'on voit que la personne, elle va bien, ce qu'elle dégage. Mais ce qui est derrière, c'est tout autre chose. Et puis, moi, je ne m'en cache pas. Dès que j'ai, en fait, l'annonce, elle était donnée, je ne voulais pas charger non plus mon entourage, ni mon entourage, ni ma famille. J'ai fait appel, en fait, à une psychiatre. Comme ça, j'avais mon espace à moi. Je pouvais, en fait, m'exprimer comme j'ai envie, sans que quelqu'un me donne un conseil. Parce que souvent, les personnes ne se rendent pas compte que on me demande des conseils, peut-être ça fait l'effet inverse. Est-ce que c'est parce qu'on a besoin? Et là, c'était un terrain neutre qui m'a permis de m'exprimer comme j'ai envie, et ça me soulageait. Il était très disponible, la psychiatre, qu'elle m'a suivie pendant cette période. Aussi ma généraliste, même si elle était en dehors de cette boucle, de temps en temps, elle prenait de mes nouvelles. Donc, c'était... et en fait, j'ai été demandé aussi de l'aide. Ça, c'est important. Je pense qu'aujourd'hui, en Suisse, on est bien l'outil. Il faut juste savoir toquer les bonnes portes et ne pas se gêner à le faire. Je pense que c'est important ce que vous dites, de faire signe tant à l'entourage que d'aller chercher, comme vous dites, le soutien psychologique, le soutien dans des médecines intégratives. La médecine, elle fait un travail extraordinaire, mais c'est des spécialistes, ils font super bien leur job, mais il y a l'à côté. Et ça nous appartient, c'est parce que la maladie, elle est propre à chacun. Chacun, comment il a envie de la vivre. Moi, j'avais envie de la partager, comme ce que je partage d'une manière générale. Mais j'ai partagé aussi le bon côté de cette parenthèse de la vie, pas uniquement les côtés sombres de cette maladie. Oui, je ne voulais pas, en fait, tout simplement que la peur prenne le dessus. Elle est là, la peur, elle va m'accompagner. Et même si je voulais fuir, les cicatrices, toutes les cicatrices que j'ai au niveau de mon corps, elles me le rappellent. Donc, je suis marquée à vie. Mais ces marques, elles ont plutôt, en fait, j'ai un regard positif sur ces marques. Parce que ça quelque part, j'ai une renaissance après cette maladie. Parce que j'ai pu, en fait, m'aligner avec moi-même, de voir ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. J'ai un positionnement aujourd'hui. Et surtout, en fait, j'ai pu partager pendant cette période-là des choses que j'aurais jamais osé ni les faire, ni les dire. Partager avec vos amis? Avec nos amis, avec la société aussi, parce que j'ai créé suite à ça, en fait, une association. J'ai relevé des fonds avec, qui me permet de soutenir d'autres malades.
Et aussi Donc cette association, c'est l'Acacia. l'Acacia, oui. Si Et que j'ai monté en plein traitement. Mhm. Parce que j'ai dit, c'est moi, je suis sortie de mon silence et j'ai pu parler ouvertement de la maladie. D'autres n'osent pas. Ils n'ont pas les moyens, ni financiers, ni santé, qui puissent leur permettre de le faire. Alors dites-nous les objectifs de l'association, comment on peut faire appel à cette association, ce qu'elle offre? Alors l'association, il se tient sur 3 axes. La médecine intégrative, qui est très large, en fait, ça peut que ça soit l'acupuncture, les massages, le drainage. Sur l'axe le sport et le loisir, il y a un axe le bien-être. Pour nous, le bien-être, c'est propre de nouveau à chaque personne parce qu'on fait du sur-mesure. Et puis, on organise différents événements qui nous permettent la récolte de fonds. Et puis, la personne, elle peut nous solliciter soit sur les réseaux sociaux, soit sur notre site internet. On le mettra en lien dans les commentaires. Oui. Et on a beaucoup allégé la dimension administrative. Donc, c'est très, très simple de nous contacter pour obtenir un soutien dans la mesure financière de l'association. Pour terminer, j'aimerais revenir, vous avez évoqué ces changements que la maladie a apportés, le fait que vous pouvez vous positionner, aussi ça a confirmé l'importance des liens autour de vous, ces liens qui ont répondu, ces personnes qui ont répondu à l'appel. Qu'est-ce que ça a changé d'autre pour vous? Aujourd'hui, disons, qu'est-ce qui est différent dans votre vie par rapport à avant la maladie? Ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai appris à vivre l'instant présent. Le passé, le porte son nom, le futur, on ne sait pas comment ça va se passer. Et j'ai appris à vraiment vivre l'instant présent. C'est ce que malgré en fait tout ce que j'ai vécu, il y a cet élément qui est fondamental. Et renforcer les liens avec les gens qu'on aime, on ne sait pas de quoi il est fait demain. Et continuer à se tenir, c'est tellement important. Si j'ai réussi à vivre cette parenthèse de la vie d'une manière positive, il y a d'autres qui en ont besoin. Est-ce que, au niveau de la société en général, vous avez envie de passer un message? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a manqué? Alors j'entends que vous avez eu beaucoup de soutien autour de vous et que vous voulez aussi redonner, j'imagine, à travers cette association. Ce qu'il m'a manqué des fois, c'est où je pourrais poser certaines questions pour avoir des réponses. Ça m'a manqué. Que ça soit sur la dimension intime des fois, c'est des sujets qui sont encore tabous. Il y a certainement des personnes qui en souffrent. On a besoin peut-être d'échanger là-dessus. En dehors de la dimension esthétique, ça c'est un élément, même aujourd'hui, c'est encore, ça me manque. Et puis, ça c'est le plus important qui m'a manqué pendant cette période. Message entendu. Ouais. Je vous remercie beaucoup, Assia. Avec plaisir. Vous êtes confiée. Merci à vous. Je suis sûre que ça fait écho à ce que d'autres personnes vivent et puis c'est très inspirant. J'invite tout le monde à suivre aussi une forme d'exemple, de regarder, c'est pas donné à tout le monde, mais de regarder la maladie en face et puis, comme vous l'avez exprimé, cette curiosité d'aller chercher des réponses qui ne venaient pas tout de suite. Merci à vous. Merci beaucoup. Et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, partagez votre expérience en commentaire et en particulier sur notre plateforme Parlons Cancer.